Installez-vous confortablement. Fermez les onglets inutiles. Nous allons entrer dans une zone réservée, une zone fascinante, brillante, mais aussi impitoyable. Nous allons pousser la porte des bureaux feutrés de Sand Hill Road, cette célèbre avenue de la Silicon Valley où siègent les maîtres du monde financier. Nous allons parler du capital risque, le fameux venture capital ou VC. Si vous regardez les films ou si vous lisez la presse tech, vous avez peut-être une image un peu romantique du VC. Vous imaginez des hommes et des femmes visionnaires, aux poches profondes, qui parient sur des inventeurs de génie pour changer le monde. Vous imaginez des mécènes du futur. C'est une belle image, mais elle est fausse. Le capital risque n'est pas du mécénat. Ce n'est pas non plus de la banque traditionnelle. C'est une industrie financière avec ses propres règles, ses propres contraintes mathématiques et une psychologie très particulière. C'est un jeu de casino à l'échelle planétaire, mais un casino où les joueurs ne misent pas sur le rouge ou le noir, mais sur des équipes humaines. Pour naviguer dans ce monde, ou pour décider consciemment de ne pas y entrer, vous devez comprendre ce qui se passe dans la tête d'un investisseur. Vous devez comprendre la mécanique des fluides, de l'argent. Alors, démontons le moteur. Regardons les pièces. 1. LP et GP. D'où vient l'argent? La première illusion à dissiper, c'est que les capital risques investissent leur propre argent. Dans la grande majorité des cas, c'est faux. Un fonds de VC, c'est une structure intermédiaire. Imaginez un grand entonnoir. En haut de l'entonnoir, vous avez ceux qu'on appelle les Limited Partners ou LP. Qui sont-ils? Ce sont les vrais détenteurs du capital mondial. Ce sont des fonds de pension qui gèrent la retraite des pompiers de Californie ou des enseignants de l'Ontario. Ce sont des fonds souverains, l'argent du pétrole norvégien ou saoudien. Ce sont des fondations universitaires, comme celle de Harvard ou Yale, ou de très grandes fortunes familiales. Ces gens-là ont des milliards à placer. Ils cherchent à faire fructifier cet argent pour payer des retraites dans 20 ans ou financer des bourses d'études. La majorité de leur argent est placée dans des choses sûres, de l'immobilier, des obligations d'État, des actions en bourse. C'est lent, c'est stable. Mais pour essayer de booster un peu la performance globale, ils décident de prendre une toute petite partie de leur trésor, disons 5%, et de la placer sur des actifs très risqués, mais potentiellement très rémunérateurs. C'est là qu'ils confient cet argent aux GP, ou General Partners. Les GP, ce sont les VC que vous connaissez, ce sont les partenaires du fonds. Ce sont eux qui vont gérer l'argent des LP. Leur mission est simple. Prenez ces 100 millions de dollars, vous avez 10 ans, dans 10 ans, vous devez nous les rendre, mais multipliés par 3, par 5 ou par 10. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que ça explique la pression. Votre investisseur, le VC, a lui-même un patron, le LP. Il a une date limite, il a une obligation de performance. Il ne peut pas se permettre d'être patient ou gentil si les chiffres ne suivent pas. Il est tenu par un contrat. Quand un VC vous met la pression pour croître plus vite, c'est souvent parce qu'il a la pression de ses propres investisseurs pour afficher des résultats avant la fin de la période du fonds. 2. La loi de puissance, la mathématique du qui tout double. Maintenant, entrons dans le cœur du réacteur, la logique mathématique. C'est ici que tout se joue. C'est ici que vous allez comprendre pourquoi un VC peut refuser votre projet, même s'il est rentable et génial. Dans l'économie traditionnelle, la performance suit une courbe normale, la fameuse courbe en cloche. La plupart des entreprises sont moyennes, quelques-unes sont mauvaises, quelques-unes sont bonnes. Dans le capital risque, la performance suit ce qu'on appelle une loi de puissance, power law. Voici la réalité brutale d'un fonds de VC. Si un fonds investit dans 10 startups, 5 vont mourir. 0. L'argent est perdu. C'est la nature de l'innovation radicale. 3 ou 4 vont vivoter. Elles vont survivre, peut-être devenir de petites PME rentables, mais elles ne vaudront jamais des milliards. Pour le VC, c'est ce qu'on appelle des zombies ou du Walking Dead. Elles ne rapportent pas assez pour couvrir les pertes des autres. Et une seule, va exploser. C'est la licorne, c'est le home run, c'est Google, Facebook, Uber, Airbnb. Toute l'économie du fonds repose sur cette unique entreprise gagnante. Cette seule entreprise doit générer tellement d'argent qu'elle doit 1. Rembourser les pertes des 5 qui sont mortes, 2. Compenser de la médiocrité des 3 ou 4 qui vivotent, et 3. Générer le profit global de tout le fonds pour satisfaire les LP. C'est vertigineux. Cela signifie que pour qu'un investissement soit intéressant pour un VC, il doit avoir le potentiel théorique de rapporter 100 fois la mise, le fameux fois 100.
Si vous arrivez devant un VC avec un projet d'entreprise très solide, très sain, qui a 90% de chances de réussir, mais qui ne peut au mieux que doubler ou tripler de valeur, le VC vous dira non. Non pas parce que votre projet est mauvais, mais parce qu'il ne rentre pas dans son modèle mathématique. 1 x 3 ne suffit pas à payer pour les échecs des autres. Il a besoin d'un x 100. Il préférera toujours investir dans un projet fou, qui a 1% de chance de réussir, mais qui peut rapporter 1000 fois la mise, que dans un projet sûr qui rapportera 2 fois la mise. C'est la logique du moonshot, la logique de la fusée. Comprenez bien ceci. Le VC ne cherche pas la rentabilité moyenne, il cherche l'anomalie statistique positive extrême. 3. Le blitzscaling, l'art de brûler pour gagner. Puisque l'objectif est de trouver cette anomalie, cette entreprise qui va dominer le monde, la stratégie change. On ne gère pas une future licorne comme on gère une PME. C'est là qu'intervient le concept de blitzscaling, théorisé par Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Blitz vient de blitzkrieg, la guerre éclair. L'idée est simple. Dans un marché numérique où le gagnant rafle tout, winner takes all, le risque principal n'est pas de dépenser trop d'argent. Le risque principal est d'aller trop lentement. Si vous avez une idée géniale, dites-vous bien que 3 autres équipes dans le monde ont la même. Le gagnant sera celui qui atteindra la taille critique le premier. Celui qui aura le plus d'utilisateurs, le plus de données, le plus fort effet de réseau. La stratégie du blitzscaling consiste à privilégier la vitesse sur l'efficacité. Dans une entreprise classique, on cherche à être efficace. Chaque euro dépensé doit rapporter 10. Dans le blitzscaling, on accepte d'être inefficace. On accepte de perdre de l'argent sur chaque client. On accepte le chaos organisationnel. On accepte de recruter trop vite, de faire des erreurs, pourvu que l'on croisse de 10% par semaine. Le rôle du VC est de fournir le carburant pour cet incendie volontaire. Les millions qu'ils injectent ne servent pas à construire des bureaux dorés, ils servent à acheter des parts de marché, marketing agressif, subventionner le produit pour tuer la concurrence, comme Uber qui vendait des courses à perte, recruter les meilleurs talents mondiaux en les payant des fortunes. C'est une stratégie dangereuse. C'est comme sauter d'une falaise et essayer d'assembler l'avion pendant la chute. Si vous réussissez à décoller avant de toucher le sol, vous dominez le ciel. Si vous échouez, le crash est spectaculaire. Pensez à WeWork ou à tant d'autres. 4. Les Kingmakers. L'exemple de Sequoia et Andreessen Horowitz. Pour illustrer ce pouvoir, il faut regarder les titans de cette industrie. Dans la Silicon Valley, quelques noms résonnent comme des légendes. Sequoia Capital et Andreessen Horowitz. Ce ne sont pas juste des banquiers. Ce sont des kingmakers, des faiseurs de rois. Prenez Sequoia. Leur tableau de chasse donne le vertige. Apple, Google, Oracle, PayPal, YouTube, Instagram, WhatsApp, Airbnb, Stripe. Quand Sequoia investit dans une entreprise, c'est comme si le pape donnait sa bénédiction. Soudain, l'entreprise change de statut. Pourquoi ? Parce que Sequoia apporte beaucoup plus que de l'argent. Ils apportent le signal. Si Sequoia a investi, c'est que c'est le prochain Google. Les autres investisseurs suivent les yeux fermés. Les meilleurs ingénieurs veulent y travailler. La presse en parle. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Ils apportent le réseau. Vous avez besoin de parler au PDG de Coca-Cola pour un partenariat ? Le partenaire de Sequoia l'a dans ses contacts et peut vous avoir un rendez-vous demain. Ils apportent la brutalité stratégique. Ils savent comment faire passer une boîte de 10 à 10 000 employés. Ils ont vu tous les pièges. Ils vont pousser les fondateurs à être plus ambitieux, plus agressifs. Andreessen Horowitz, eux, ont théorisé que le logiciel dévore le monde. Ils ont construit leur fonds comme une agence de services hollywoodienne avec des experts en marketing, en recrutement, en lobbying, mis à disposition de leur start-up. Ils industrialisent le succès. Mais attention, ces firmes ne sont pas vos amis. Elles sont au service de leurs LP. Si vous ne délivrez pas la croissance promise, si vous n'êtes pas sur la trajectoire du x100, elles peuvent devenir froides et impitoyables. Elles peuvent pousser à remplacer le fondateur, vous, par un CEO professionnel. Elles peuvent forcer une vente. Elles peuvent couper les vivres. Leur loyauté va à la performance exponentielle, pas à votre vision romantique. Synthèse. Est-ce que c'est votre jeu ? Voilà la mécanique. Des LP qui veulent du rendement, des VC qui cherchent des anomalies statistiques à x100, une stratégie de blitzscaling qui brûle du cash pour acheter de la vitesse, et des titans qui font et défont des rois. C'est un système incroyablement efficace pour produire des géants technologiques qui changent nos vies. Google, Uber, ChatGPT. Mais la question cruciale pour vous est: est-ce que mon projet correspond à ce modèle ? Est-ce que je vise un marché mondial où le gagnant rafle tout ? Est-ce que j'ai une technologie qui permet une scalabilité infinie ? Est-ce que je suis prêt à sacrifier la rentabilité immédiate, mon confort et une partie de mon contrôle pour tenter le x100 ? Et si la réponse est oui,
alors le VC est le meilleur partenaire du monde. C'est le réacteur nucléaire dont vous avez besoin. Mais si la réponse est non, si vous voulez créer une belle entreprise, rentable, durable, humaine, qui vous rend riche, vous, sans forcément dominer la planète, alors chercher à séduire des VC est une erreur tragique. Vous allez perdre votre temps à essayer de vendre une voiture de rallye à des gens qui ne financent que des fusées. Et le pire, c'est que si vous réussissez à les convaincre par malentendu, vous allez vous retrouver piégé dans une fusée dont vous ne contrôlez plus la trajectoire. C'est ce que nous allons voir en détail dans la prochaine vidéo. Le prix à payer, le pacte de l'hypercroissance.